Est-ce que la théorie de l'effondrement des sociétés complexes peut s'appliquer à la Révolution française? Ah, alors moi je parle d'effondrement contrôlé. Alors effectivement, une révolution c'est une sorte... Elle n'est pas toute seule, la Révolution française. Oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est en ce sens, mais en fait, il n'y a pas vraiment eu d'effondrement. Non, justement. Il y a eu transformation. Mais c'est de l'ingénierie sociale, hein, complètement. Oui, ça s'applique pas. Ah si, si, À la complètement. Révolution française, ça s'applique. Ah bah, totalement. Enfin, Non, parce que c'est pas un effondrement, comme vous dites. Non, mais voilà, non, c'est une transformation. C'est et au forceps, quoi, vraiment contre la volonté populaire même. Donc c'est vraiment... et là, oui, on est dans vraiment l'ingénierie sociale, et c'était relativement furtif, effectivement, aussi. Puisque, alors je pense qu'il y avait quand même des gens honnêtes parmi les révolutionnaires qui croyaient en fait à ce qu'ils disaient. Un Robespierre par exemple, hein. Bon, on sait qu'il y avait il y avait des gens plus hauts que lui puisque lui-même a été raccourci. Voilà. Donc, mais Mirabeau voulait la mort de Louis XVI. pardon. Mirabeau ne voulait pas la mort de Louis XVI. Oui, voilà. Non, mais bon, je veux dire, enfin, c'est nuancé forcément. C'est complexe. Il y avait des dizaines, des centaines, des milliers de gens impliqués. Mais de toute évidence, oui, ça s'est élaboré. Bah, de toute façon, la Révolution américaine aussi, c'est pour ça que je parlais de la fin du XVIIIe siècle. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression que c'est entre 1750 et 1800 que ce projet de transformation volontariste des choses a vraiment émergé comme projet politique structuré et faisant lien social. Hein, c'est toutes les sociétés maçonniques, semi-maçonniques, etc., qui ont été les porteuses de ce projet de transformation accélérée, artefactuelle, artificielle des sociétés humaines. Et j'ai vraiment l'impression que, en fait, l'ingénierie sociale telle que c'est apparu au XXe siècle, c'est ni plus ni moins que comment dire ça, dans la continuité, hein, en fait, de tout l'ésotérisme un peu alchimique, etc., qui a servi de substrat à la franc-maçonnerie, puis donc aux révolutionnaires. Est-ce qu'on pourrait dire que ça a commencé avec la glorieuse révolution d'Angleterre? Aussi, je connais très mal la Révolution d'Angleterre. Je sais de sources sûres, mais en fait c'est officiel, que la Révolution américaine et la française sont des œuvres maçonniques. Oui, ça c'est certain à 100%. L'anglaise, je ne sais pas. Je n'ai pas étudié. Mais c'est là que ça a commencé. Il y a l'esprit des Lumières aussi qui a commencé à tout changer. Bien sûr, oui. Après, tout ça avec toutes les nuances qu'on peut apporter, effectivement. Hein, je veux dire... En outre, bon, je vais peut-être, comment dire ça, j'arrive à trouver, à titre personnel, des choses, des bons principes aussi dans l'idéal des Lumières. J'espère que je choque personne, quoi. Mais je veux dire, bon, il n'y a pas non plus que, je dirais du caca. Enfin, je veux dire que des choses strictement répulsives ou là-dedans. Enfin, je veux dire. C'est totalement bon ou mauvais. Non, mais c'est quand même l'esprit des Lumières contre la Lumière. C'est pas dire qu'il y a après, bon, après il y a aussi les situations individuelles. Je ne suis pas croyant, donc en fait, je suis peut-être plus perméable à ce qu'on appelle l'esprit des Lumières. J'en sais rien. Enfin, ce que je veux dire, c'est que la notion de république, par exemple, elle date pas des Lumières. C'est quelque chose qui est beaucoup plus ancien, qui remonte aux Grecs. Bon, et la notion de république, voilà, je veux dire, en soi, c'est pas mauvais en soi, quoi. Voilà, non, mais la notion de république en soi, à l'origine, n'est pas opposée à la royauté. Oui, non, en plus, non, mais on peut. Qu'on la voit actuellement. Non, mais bien sûr, bien sûr. Non, puis de toute façon, en réalité, bon, fondamentalement, j'ai une fibre aussi monarchiste. Hein, au bout d'un moment, je veux dire, c'est quoi la France? C'est le roi et l'Église, hein, qu'on soit croyant ou pas. C'est pas une question de croyance, là, c'est des faits, historiquement. Voilà. Donc à partir de là, bon, forcément, ça oblige à une relecture, une réévaluation de l'Ancien Régime. Et en fait, les mécanismes positifs de la République étaient déjà présents en réalité.
Enfin, il y avait des parlements locaux, il y avait aussi du système électoral sous l'Ancien Régime. C'est-à-dire en fait une possibilité pour le peuple aussi de se prendre en charge. Parce que moi c'est ça qui me plaît aussi dans l'élection, enfin dans le fait d'élire ou de passer par un parlement démocratique, c'est on devient responsable aussi et on a du fait qu'on est, je sais mieux que les autres ce qui est bon pour moi. À partir de là, bon, je veux dire, je suis peut-être plus à même comment dire ça, de prendre en charge ma vie au quotidien par des formes de démocratie locale et donc de délégation de pouvoir par rapport à une autorité centrale. Mais bon, enfin tout ça c'est... Voilà. Oui, les gens votaient aux élections aux États généraux. Non mais c'est ce que je dis. Et il y avait des régions qui étaient régies par des démocraties Parlement. identiques à celles en Suisse. Entièrement d'accord, mais c'est ce que je dis, c'est pour ça, c'est quand on fait une relecture honnête de l'Ancien Régime, on se rend compte qu'il y avait déjà tout ce qu'il y a de positif dans la démocratie et la République. C'était déjà là en fait. Et donc c'était pas la peine de retirer le roi. En fait, ça marchait, enfin, je veux dire, après il y avait des phénomènes un peu de décadence à la cour de Versailles, ça d'accord, mais bon, ça c'est partout, enfin, je veux dire, il n'y a pas de... on s'en fout, quoi, c'est secondaire.